Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 8. Hop là, boutons les microbes, l'ennemi ne passera pas. Jeu de mots naze, mais je sais pas si vous l'avez compris en fait. Je sais pas si vous connaissez le verbe bouter. Boutons les Anglois en dehors de France, comme disait Jeanne d'Arc, non? Ça vous dit rien? C'est un vieux verbe français qui veut dire mettre dehors. Chasson, si vous voulez, et bouton, l'infection, les boutons, non. Je suis désolée, j'assume pas mes blagues. Bon, je sais pas si certains avaient compris le jeu de mots, signalez-le moi sur Pronote, ça m'intéresse, vous aurez un bonus. Non, je rigole. Bon voilà, j'ai pas trouvé mieux. Mais quand même, il y a du progrès, j'ai réussi à glisser un jeu de mots, parce qu'avant, c'était juste nul. Donc là, il y a une petite recherche. Bon, bref, aujourd'hui... sur cet exercice, on travaillait sur le phénomène d'inflammation et sur les toutes premières défenses du corps en cas de pénétration d'un microbe dans l'organisme, ce qu'on appelle la contamination, donc voir quelles étaient les premières réactions du corps. Et en fait, la première réaction, c'est la réaction inflammatoire, donc c'était un petit peu l'objet du cours, sachant que dans les années suivantes, vous allez voir que la réaction inflammatoire, c'est un premier stade et que malheureusement, bien souvent, ça s'arrête pas là. Et donc, vous verrez les différentes étapes qui suivent. Mais bon, là, je peux pas tout faire de l'immunologie en 5e, faut quand même pas pousser. C'est déjà pas mal d'en faire dès la 5e. Donc, premier exercice. Donc, le but, c'était de comprendre à quoi étaient dus les signes de l'inflammation, qu'on avait vu en cours. On avait vu juste les signes, on avait vu ce qui se passait, mais on n'avait pas fait le lien entre les deux. Et ensuite de comprendre comment agissaient les phagocytes, et puis vous verrez en 3e exercice, j'ai pas pu m'empêcher de vous rajouter un truc. Premier exercice, donc il fallait comprendre l'origine des signes de l'inflammation. Dans le cours, on avait vu qu'il y avait la rougeur, la douleur, la chaleur, le pus et le gonflement. Et je vous avais montré un petit peu ce qui se passait schématiquement au niveau d'une plaie infectée, enfin où il y avait une inflammation. Et donc il fallait en fait, donc ce que je vous avais montré c'était ça, le fait que les capillaires sanguins se dilataient et apportaient davantage de sang, le fait qu'il y avait une sortie de phagocytes et de plasma dans les chairs, et le fait qu'il y avait possiblement, si elles n'étaient pas trop loin, une irritation des terminaisons nerveuses. Et en fait, il fallait relier chaque cause là, enfin chaque signe plutôt de l'inflammation à la bonne cause. Bon, vous avez lu la consigne, ça sert à rien que je vous la refasse, donc j'ouvre le dit document pour pouvoir tracer des traits. Alors, pourquoi il me met plus la barre d'outils? C'est pénible, ça. Windows, Toolbox, pourquoi il me l'a retiré? Voilà. Donc, déjà, on va commencer par la première chose, la dilatation des capillaires sanguins et l'apport massif de sang, en fait. Donc effectivement, quand il y a une pénétration d'un micro-organisme suite à une blessure par exemple, mais pas toujours, mais enfin c'est parce que c'est la partie où c'est visible, hein, en général, suite à une blessure à la surface de la peau. Ce qui se passe, c'est que les vaisseaux sanguins gonflent, et donc en fait l'objectif c'est d'amener davantage de sang à l'endroit de la blessure. Ça peut expliquer, tout simplement, je vous apprends rien en vous disant que le sang est rouge, hein, n'est-ce pas? Donc, grâce à l'hémoglobine, n'est-ce pas, dont j'avais parlé dans le... J'arrête de dire n'est-ce pas? Mon Dieu, on dirait un homme politique. Donc, la dilatation des capillaires sanguins et l'apport massif de sang, ça explique notamment le fait que la plaie soit rouge. Alors, c'est pas forcément une plaie qui saigne, hein, attention, mais vous l'aurez tous constaté, il suffit d'avoir un bouton un peu infecté sur le front, par exemple, le pourtour va devenir rouge, même si vous l'avez pas fait saigner le bouton. Hein. Et ça va expliquer également, en partie, le gonflement des chairs. Forcément, les capillaires sanguins se dilatent, donc quand ça se dilate, ça prend plus de place. Et puis, ça va expliquer une autre chose, c'est que je vous rappelle que le sang est un liquide corporel à la température du corps, d'accord? Et si vous en amenez massivement au niveau d'une plaie, ça va expliquer le fait qu'il y ait une augmentation de chaleur, en fait. Vous apportez du liquide chaud, qui est plus chaud que la peau à l'extérieur, et donc du coup, ça va augmenter localement la température. Bon, voilà, ça expliquait ces trois trucs-là. Ensuite, je vous disais qu'il y a une sortie de phagocytes, donc les cellules sanguines, là, les globules blancs particuliers, dont on va parler ensuite, sortie de phagocytes, donc des capillaires, et puis ça s'accompagne d'une sortie de plasma, le liquide du sang. Et tout ça s'accumule dans les chairs qui ont été lésées, qui ont été blessées. Ça, tout simplement, ça va expliquer déjà le gonflement, vous avez une sortie de matériaux
au niveau des chairs, donc forcément ça fait gonfler. Et puis je vous rappelle que le pu, c'est typiquement un mélange de plasma et de phagocytes, plus les microbes qui vont être détruits. Donc bah, ça explique cette sortie de plasma et de phagocytes, bah, c'est ça qui forme les poches de pu qu'il peut y avoir en cas d'infection. Vous voyez, je suis désolée, c'est pas très glamour hein, comme cours, n'est-ce pas? On s'en fiche. Vous savez, j'ai encore dit n'est-ce pas. Je vais mettre 20 centimes dans un pot de confiture à chaque fois que je dis n'est-ce pas. Dernier point, l'irritation des terminaisons nerveuses, bah tout simplement, ça va expliquer la douleur. La douleur ou les démangeaisons, parce que c'est pas toujours douloureux, mais parfois ça démange, vous savez, ça gratouille. Bah ça c'est expliqué par le fait que les terminaisons nerveuses elles sont un peu titillées par tout ce chamboulement là, tous ces gonflements, ces sorties de liquide, ces cellules qui farfouillent, bah tout ça irrite un peu les terminaisons nerveuses. Donc ça explique la douleur. Voilà, à nouveau, ça nous fait un joli sapin de Noël, mais c'est sympa, c'est sympatoche. Alors, exercice numéro 2, je reprends le cours. Voilà, il fallait comprendre, parce que je vous disais qu'il y avait des phagocytes qui sortaient et qui s'attaquaient aux microbes, etc. Bon, c'est très bien, mais je vous expliquais pas comment ils faisaient. Ils sortent pas des gros guns, ils les retirent pas dessus, vous voyez. Donc il fallait pour ça visionner une vidéo dont je vous avais mis le lien, et je vous avais mis le lien sur Pronote aussi, histoire d'être sûre, parce que j'étais pas sûre que tout le monde pouvait cliquer. Enfin, j'étais pas certaine que tout le monde pouvait cliquer dans le PDF. Donc, dans le doute, j'avais mis le lien sur Pronote aussi. C'est une vidéo qui venait de ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Vidéo que j'ai extraite, qui est ici, et sur laquelle, en fait, on voit un petit peu comment se déroule, dans les grandes lignes, une phagocytose. Je vais couper le son parce qu'on se fiche de la musique. Donc la phagocytose, c'est un truc que j'avais fait il y a quelques années. Bah, vous voyez, comme quoi ça resserre. Donc voilà, le machin qui se balade ici, c'est un phagocyte. Je vous l'avais mis... Oh, c'est pas beau ce que je fais là. Je vous l'avais mis en légende, et il se balade, il pousse un petit peu les globules rouges autour de lui, et puis on voit qu'il se jette sur des petits points noirs, là, qui sont en fait des microbes. Là, c'est des bactéries. Juste un truc, le phagocyte, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une cellule qui est quand même assez particulière, parce qu'elle est capable de se déformer. Elle est capable de ramper, de se déformer, elle a en fait des propriétés cytoplasmiques particulières, et une membrane très facilement déformable. Et ça lui permet d'aller chasser, comme ça, d'aller se déplacer et puis d'aller englober ses proies. Donc la première phase, c'est la phase d'adhésion que je vous ai mise là. La première étape, en fait, le phagocyte chasse le microbe ou le débris, hein, parce que c'est pas forcément qu'un microbe, ça peut être un virus, ça peut être une particule de microbe quelconque ou un déchet, bref, à éliminer. Il le chasse et ensuite il s'y colle. Et ce moment où il se colle à sa cible, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Donc dès qu'il s'y colle, en fait, ça prend pas 1000 ans, hein, il paralyse, vous voyez, la petite bestiole, là, bon, là, c'est encore autre chose, c'est même pas une bactérie, bon. Et il étend ses bras cytoplasmiques autour, c'est ce qu'on appelle l'absorption, en fait, il développe comme une sorte de bouche, il crée une sorte de bulle autour du pauvre microbe qui essaye de se battre pour se tirer comme il peut. Et là, malheureusement pour lui, le microbe, en fait, c'est la phase de digestion, donc le phagocyte a créé une sorte de poche autour du microbe, et il y déverse en fait des équivalents de suc gastrique. Donc le machin se fait digérer vivant sur place. C'est complètement cruel, mais c'est accessoirement ce qui nous défend dans la majorité des cas. Et une fois que la digestion est bien faite, et ben, il reste des petits déchets de microbes à évacuer, donc c'est ce qu'on appelle l'expulsion. Le phagocyte fait caca, pour ainsi dire. Je pensais pas que même dans un cours sur l'immunologie, j'allais réussir à caser le mot caca. C'est terrible, on se refait pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc une fois qu'on avait vu tout ça, on pouvait reprendre l'exercice. Gna gna gna. Donc je vous disais de remettre les illustrations, celles-ci. C'est bon, c'est pas très au point hein, encore mes cours. Donc voilà, je vous ai mis des illustrations évidemment dans le désordre. Et puis évidemment très schématiques par rapport à la vidéo, et le but du jeu c'était de les remettre dans l'ordre. Donc il fallait remettre les illustrations suivantes dans le bon ordre en les numérotant de 1 à 4 dans les cercles verts. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous aviez ici le phagocyte, bon ça servira pour la question 4. Le phagocyte et le petit microbe à éliminer. Alors là dans le schéma je sais même pas qu'est-ce qui pourrait ressembler à un truc comme ça. Bon, bref c'est un microbe à éliminer, peu importe. Oui si je vais rester en vert, c'est très bien le vert. Donc ça c'était la première étape, c'est-à-dire le phagocyte se colle à sa proie. Étape 1. Hop. Et puis on va faire tout de suite la question suivante qui consistait à donner des titres à chaque image dans les petits carrés jaunes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adhésion.
Donc le phagocyte se colle à sa victime. Ensuite, deuxième étape, c'était celle-ci. Donc étape 2. Hop. Étape 2. Attendez, je fais une petite pause. Me revoilà. Désolée, j'avais mon chat qui grattait frénétiquement à la fenêtre pour rentrer. Je peux ouvrir une fenêtre, celui-là. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc la deuxième étape, c'est quand le phagocyte fait rentrer, en fait, le microbe à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment Alien et compagnie. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Mot affreux à écrire sans faute d'orthographe, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai avec n'est-ce pas aujourd'hui? C'est pas possible, je vais me le faire tatouer ou quoi celui-là? Bon. Troisième étape, c'était celle-ci. Donc une fois que le microbe était internalisé, il y avait des sortes de sucs digestifs qui se déversaient dessus. Donc ça, c'était l'étape 3. Ça se voyait pas, hein, le coup des sucs digestifs sur la vidéo, mais enfin par déduction, on pouvait le déduire. Par déduction, on pouvait le déduire. Je crois que je vais être virée de l'éducation nationale dans pas longtemps si je continue à parler comme ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la digestion. Voilà, donc le microbe se fait digérer sur place. Et enfin, dernière étape. Donc c'est l'excrétion, l'expulsion. Comment je l'ai appelé dans ma vidéo? Je lui avais donné plein de noms différents. Non, c'est pas ça, mon Dieu. Oh là 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 là. J'avais dit quoi? Parce qu'il y a plein de termes possibles. Nanana. Expulsion, j'avais mis oui. Excrétion, ça marche aussi. Bon. Mettons comme dans la vidéo, expulsion des déchets. Hein. En fait, en biologie, l'expulsion des déchets, ça se dit l'excrétion. Voilà. Donc on relargue les petites particules qui seront éliminées très bien par voie naturelle, notamment dans votre pipi, sachez-le. Voilà pour les étapes de la phagocytose. Et alors donc du coup, il fallait me dire ce que représentait la légende A et ce que représentait la légende B. Bah, le A, c'était le phagocyte, et le B, c'était le microbe, qui peut être de différentes catégories. Alors attendez que je le retrouve. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, le A, c'était le phagocyte. Cette correction est complètement décousue, c'est une catastrophe. C'est le phagocyte, et en B, c'était le microbe. En même temps, on est dimanche après-midi, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais pas la sieste, hein? Ah si, parce que mes enfants dorment pas. Évidemment. Ce serait trop beau. Voilà pour cet exercice-là. Bon, c'était de la transposition d'informations d'une vidéo à un schéma, en fait. Et si je reprends le cours, voilà, je vous avais mis une dernière mission qui consistait à expliquer un geste de responsabilité individuelle en matière de santé. C'est un grand mot pour dire des mesures d'hygiène de base, hein, vous allez voir. Je vous expliquais donc que pour limiter les risques de contamination, c'est-à-dire, je le répète 1000 fois, mais c'est pour que ça rentre bien, la contamination, c'est l'entrée d'un microbe dans le corps. En soi, c'est pas toujours gênant, mais ça peut devenir gênant. Donc dans la plupart des cas, on essaye de limiter cette contamination. Ben, il y a deux options pour ça. Soit pratiquer l'asepsie, en fait, ça empêche tout simplement le contact entre le microbe et le corps. Sans utilisation de produits chimiques. Donc typiquement le chirurgien qui se met un masque avant d'opérer, le fait de porter des blouses dans les blocs médicaux, d'un certain point de vue, la distanciation sociale avec le coronavirus, c'est de l'asepsie. Bon, voilà, les systèmes de ventilation dans les salles d'opération pour... et de filtration de l'air pour éviter que les microbes se déposent dans les plaies ouvertes des patients. Bon voilà, tout ça c'est de l'asepsie. L'antisepsie, c'est une fois que le microbe potentiellement s'est déposé sur le corps et sur la plaie, hein, et ben c'est aller l'éliminer avec un produit chimique. D'accord, par exemple, un bon coup d'alcool, de savon, de mercurochrome, de gel hydroalcoolique. Voilà, typiquement quand vous passez du savon sur les mains, quand vous lavez les mains, que vous désinfectez les mains au gel hydroalcoolique, c'est de l'antisepsie. Vous utilisez un produit pour détruire des microbes qui seraient déjà là. Ça n'est que temporaire, vous l'avez bien compris, ça marche pas 100% du temps. Hein. Donc, ça, c'était la première info. Et la deuxième info, je vous disais que les phagocytes, ils sont balèzes, certes, ils sont bien sympas, ils sont en première ligne en permanence pour lutter contre les microbes. Mais si l'entrée de microbes est
trop massive d'un seul coup, genre, je sais pas, une plaie ouverte monstrueuse et vont tomber dans une crotte de chien, c'est dégoûtant. Oh. Et j'ai encore réussi à parler de caca, c'est affreux. Ou vous avez une plaie ouverte et simplement bah, vous la refermez pas et vous restez des jours avec, bon bah là ça fait des entrées massives de microbes et les phagocytes ils ont beau être balèzes, bah il y a un moment ils sont débordés, enfin ils peuvent pas tenir aussi longtemps. Donc voilà, bon, ils sont pas infaillibles. D'ailleurs, s'ils étaient infaillibles, on serait jamais malade, donc ça se saurait. Donc je vous disais qu'en vous basant sur ces deux infos, il fallait m'expliquer l'intérêt de nettoyer une plaie à l'alcool, par exemple, puis d'y apposer un pansement et un bandage, ensuite, en cas de blessure importante. Bon, je vous parle pas de la petite égratignure à 2 ronds, vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout de suite un pansement, faut pas exagérer. Vous n'allez pas en mourir, hein. Je vous garantis que votre corps, à moins que vous ayez une faiblesse immunologique très importante, mais chez le commun des mortels, normalement, une petite coupure au doigt, rassurez-vous, avant que ça parte en infection généralisée, faut déjà s'accrocher. Après, bon, vaut mieux toujours prendre des précautions, ça c'est sûr. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous parle d'une grosse plaie, quoi. En général, quand il y a une grosse plaie, on la laisse pas à l'air en disant « la nature est bien faite, débrouillez-vous ». Non, on la soigne. Et je vous disais, donc il fallait expliquer l'intérêt de faire ça, et puis me préciser dans le texte de quelle méthode relevait l'utilisation d'alcool et celle du pansement-bandage. Pour chaque cas, alcool et pansement-bandage, est-ce que c'était de l'asepsie ou de l'antisepsie? Donc il fallait me farfouiller un texte global avec tout ça. Bon, ça ne devait pas être un texte très passionnant, mais on va le faire quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Il est important... Ah bah non, à nouveau, ça me fait la même blague que l'autre jour. Je sais pas cliquer. Donc, on y va. Il est important de désinfecter une plaie, puis d'y apposer... Ah, à chaque fois, j'ai envie... Qu'est-ce que j'ai fait? Désinfecter. Ah, désinfecter, ça peut pas marcher. Et apposer, ça prend 2 P. Je sais pas pourquoi. Ah, Le Bon Coin qui m'écrit. J'ai à nouveau pas coupé mes mails. C'est vraiment, ça devient une blague, ce truc. Puis d'y apposer un bandage. Je vais mettre un bandage pour simplifier. Afin de limiter l'exposition... Je saute une ligne. L'exposition des chairs aux éventuels microbes extérieurs et ainsi de freiner la ça va être moche, contamination. Je suis désolée, à chaque fois c'est hyper moche, mais c'est pas grave, vous arrivez à lire. Insister sur les termes un petit peu soutenus et ainsi de freiner la contamination. N'ayez pas peur de vous la péter hein, dans ce genre d'exercice, c'est très important. Ça fait toujours un bon effet. Hein. Alors n'exagérez pas non plus, mais un minimum, c'est toujours mieux. Voilà. Faites pas comme si vous parliez à votre meilleur pote. Voilà, vous êtes censé faire une réponse sérieuse. Et ainsi de freiner la contamination. En effet, toujours glisser un petit en effet, les phagocytes ne sont pas capables, je sais pas, de s'opposer à une entrée massive de microbes dans l'organisme. L'utilisation, là je passe à la partie verte, d'accord? L'utilisation d'alcool relève de l'antisepsie, puisque c'est l'utilisation, c'est la destruction des microbes déjà présents sur la plaie grâce à un produit chimique, un antiseptique, comme on dit. Tandis que la pose d'un bandage relève de l'asepsie. Bah oui, le bandage, il va faire une barrière physique pour empêcher les futurs microbes de rentrer dans la plaie. Donc, il n'est pas question de détruire les microbes, c'est pas ça, c'est... Vous faites barrière, en fait, à l'entrée possible de microbes. Voilà, et je démonte cette idée saugrenue que quand on crache sur une plaie, ça suffit très bien pour désinfecter. Non, faites pas ça. Enfin, je sais... Enfin... S'il y a le coup de faire pipi sur sa plaie parce que finalement l'urine est stérile,
dans l'urine, oui, théoriquement, vous n'êtes pas censé avoir beaucoup de microbes. Cela dit, il peut y en avoir quand même. Ce coup de faire pipi sur une blessure pour la désinfecter, c'est quand on n'a rien d'autre à portée de main. Et c'est quand même mieux, effectivement, d'utiliser son urine que d'utiliser de l'eau croupie, où là, potentiellement, il peut y avoir grave des bactéries super dangereuses, etc. Je vous parle de quand vous êtes en pleine nature complètement paumé, hein, d'accord, mais enfin, je crois pas que ça vous arrive tous les jours. Vous amusez pas à vous faire pipi sur vos plaies, sachant qu'à la maison, il y a du savon, de l'eau, et déjà du savon et de l'eau, c'est vachement mieux, hein, d'accord. Je sais pas d'où ça sort ces idées de... Je vous dis ça parce qu'on me l'a dit encore récemment, hein. Pardon, récemment, oh, mais il suffit de cracher sur une blessure, ou de faire pipi dessus, la nature est bien faite. Oh, la bondo, la nature, avec sa grande couronne de fleurs, je vous jure. La nature est pas si bien faite, je viens de recevoir un message, c'est intéressant. La nature est pas si bien faite, et arrêtez de penser... Enfin, non. Je vous rappelle quand même ce que je vous ai dit, c'est à vous que je l'ai dit cette année? Le coup des gens qui prétendent que boire son urine c'est excellent pour la santé. Non mais faut arrêter maintenant les bêtises, hein. Ça suffit. Enfin c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces gens là, le retour à la nature, là, c'est bien, faut préserver la planète et tout, mais arrêtons un peu de dire n'importe quoi. Enfin bon bref, je m'emballe comme d'habitude. Bon voilà, bah écoutez, je suis allée un peu vite, mais enfin à chaque fois je dis que je vais vite et puis je me rends compte que je fais une vidéo de 20 minutes, donc voilà. Voilà, c'était en somme ce qu'il fallait raconter. C'était pas hyper long ni passionnant comme exercice, mais il fallait bien que je vous fasse faire quelque chose. Donc voilà. Je ne sais pas si on se sera revu au collège. Bah non, probablement pas. Moi je reviens jeudi pour les 6e, mais je suis pas sûre que je vous verrai. Bon, je vais continuer à travailler à distance, ne vous inquiétez pas de toute façon. Et puis bah écoutez, bonne reprise pour ceux qui reviennent au collège. J'espère pouvoir vous croiser peut-être de loin. Et puis en attendant, bah pour les autres, pareil, prenez bien soin de vous, continuez à travailler. Courage, courage. Je sais que le temps paraît long, mais on va y arriver, hein. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!